Donc, on va commencer parce que je voudrais que ce texte que tu as entre les mains, que tu as écrit, on puisse l'entendre le plus tranquillement possible. D'accord? Et en même temps, comme pour les autres textes, d'entendre le texte comme si vous étiez vous-même en train de l'écrire. C'est important qu'on n'ait pas l'idée de mettre un ton, mais plutôt d'être au plus intime de vous-même. Comme si tu étais en train de l'écrire, tu vois. D'accord. Non, pas pour faire semblant, ouais, non, mais pour te souvenir, quand j'écrivais ça, dans quel état d'esprit j'étais, tu vois. Donc, voilà, prendre le temps. D'accord. Eh bien, allons-y. Je ne sais pas par quoi commencer, que dire. Plein de choses me traversent l'esprit. Par exemple, ça, Laurine, il faut que vous compreniez. On est en train de filmer des choses qu'on a besoin d'utiliser. Si tu fais, parce que c'est la 4e fois que tu le lis, eh bien, allons-y. Bon, je ne sais pas par quoi commencer, plein de choses me traversent l'esprit. Ce que tu nous racontes, c'est je viens de le dire 3 fois. Mais nous, à la caméra, quand on le prend, comme vous l'avez vu en montage, c'est la première fois qu'on le découvre. Donc il faut qu'à chaque fois, comme quand un acteur y joue, ce soit comme si c'était la première fois qu'il dit un truc. Eh bien, allons-y. Je ne sais pas par quoi commencer, que dire. Plein de choses me traversent l'esprit. Ces interventions de ces personnes qui ont vécu la guerre m'ont touchée, me donnent envie d'en savoir plus, d'élargir ma curiosité. Peut-être me mettre à leur place 5 minutes et imaginer comment j'aurais vécu cette guerre. Est-ce que je me serais battue pour vivre ou est-ce que j'aurais laissé faire les choses? Est-ce que je me serais nourrie ou est-ce que j'aurais partagé avec ma famille et les autres? Est-ce que j'aurais été capable d'être forte et de surmonter tout ça? Lundi 10 mars 1941. Eh bien, allons-y. Vaincre mes réticences et livrer le fond de mon cœur à ce candide morceau de papier. Je m'appelle Etty et je suis juive et je commence mon journal. Je m'appelle Esther Ilsoum. Je m'appelle Etty. Lundi 10 mars 1941, 9h du matin. Je suis donc Etty. Moi aussi. Moi aussi. J'ai commencé mon journal il y a à peu près 1 semaine grâce à Julius Peer. Ce qui est en jeu, c'est notre perte et notre extermination. Aucune illusion à se faire là-dessus, on veut notre extermination totale. Il faut accepter cette vérité. Et cela ira déjà mieux. Notre enfant est mort ici. Je vais peut-être retrouver mon mari. Nous allons peut-être ressembler à des clochards. Mais nous nous en tirerons. Je vais pouvoir me rendre utile dans le train. J'ai encore du lait maternel. Alors, est-ce que vous avez parlé de la Seconde Guerre mondiale dans le programme scolaire ou pas encore? Très rapide rappel de la Seconde Guerre mondiale, du début de la guerre. Donc, le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne et suite à ça, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. On va appeler cette guerre la drôle de guerre puisqu'il ne va rien se passer pendant plusieurs mois. Et c'est au mois de mai 1940 que l'armée allemande déferle sur la France et en 5 semaines, c'est la défaite. Le gouvernement français va faire appel au maréchal Pétain pour sauver la France et Pétain va demander aux Allemands de signer un armistice. L'histoire de Pétain, c'est une histoire dont on parle un peu plus maintenant de façon juste, me semble-t-il. Pétain, c'était un héros de la guerre de 14. Ouais. Et j'ai toujours entendu mes oncles, moi, dire ce qui est connu maintenant, c'est que c'était, je crois, le seul général qui avait évité d'envoyer les soldats à la boucherie. Et il avait gardé une aura qui a subsisté en 40. Et c'est ce qui explique qu'un certain nombre de gens aient fait confiance à Pétain, alors qu'évidemment il s'est révélé après que c'était une erreur. Mais c'est à cause de ça.
C'est pas parce que Vichy, ça disait pas, ça voulait pas dire grand-chose à l'époque. Bon, le gouvernement était à Vichy, mais Pétain, c'était ça. C'était, enfin, je sais pas si ce que je dis, enfin, vous avez dû le percevoir aussi. Ah, ben oui. Voilà. Et alors, quand un soulagement, bon, la guerre qui finit, c'est un soulagement. D'après vous, combien y a-t-il en pourcentage de résistants en France? 50, quelle année? 6%. J'essaie Ça fait 33%. C'est trop. Mais en quelle année c'est ça? On va dire en 43, 44. 22. 18. C'est encore trop. 3. 2. 2, 1. 2%, ah ouais. Ah, ça casse le mythe. Hein. Ça casse le mythe, tout à fait, ouais. 2% de résistance. La résistance recrue. Maintenant? Ouais. Oui, que je tiens un peu. Vendredi 11 février 2011. Eh bien, allons-y. La cruauté de l'homme n'a aucune limite. Jusqu'où va la folie humaine? Pourra-t-on l'arrêter un jour? Pourra-t-on, ne serait-ce qu'un jour, un seul jour, où tout s'arrêterait? Un jour où toutes les mauvaises choses n'auraient existé. Comme la guerre, par exemple. Elle qui, par exemple... Pendant la guerre, est-ce que vous viviez par ici? Ben, pendant la guerre, j'ai vu arriver les Allemands. On était en train de sulfater, comme j'ai dit, que la vigne habitait sur la départementale. Et puis, tout d'un coup, ça arrive des motos avec quelqu'un dessus, les Allemands. Et puis les sicars, la mitrailleuse et les fusils et tout, ils arrivaient comme des gars qui se promenaient. Ils ont passé, mon père me dit cache-toi, voilà les Boches. Est-ce que vous aviez des souvenirs des rivalités entre Allemands qui venaient de la Russie, du front russe, et les Allemands qui venaient d'Allemagne? Est-ce que vous avez un souvenir de ces rivalités, ces clans au sein des troupes allemandes? Est-ce que vous l'avez vu ça? C'était très différent. Ouais. C'était très différent, même entre eux, ouais. Ça n'allait pas trop bien. Et ils marchaient parce qu'ils étaient obligés de marcher. La plupart c'était des enrôlés, des Polonais, il y avait tout dedans. Et je vous assure qu'il y en a qui sont venus boire chez nous, des Polonais. Ils étaient enrôlés, ils pleuraient. Ah, ils ont bu du vin. Ah, c'était merci. Quand j'étais chez mon autre grand-mère et que les Allemands passaient la nuit, parce qu'il y avait le couvre-feu à telle heure, et il ne fallait pas que les lumières à travers les persiennes se voient. Il fallait tout éteindre. Et ils passaient en ligne dans la rue avec les bottes, en faisant sonner les bottes sur le bitume, en chantant Ali, allô, voilà, et ça je m'en souviens comme si c'était hier. Vraiment, ça, ce sont des souvenirs qui marquent quand même dans la vie d'un enfant. Voilà, ça reste gravé. Quand ils ont pris aussi les otages qui ont été fusillés au camp de Souges. J'avais mon voisin qui en faisait partie, Georges Vitrac. Ils ont appelé les familles quand ils les ont fusillés en répression parce qu'il y avait des officiers qui avaient été tués, des officiers allemands. Ils ont tué les otages, je ne sais combien, mais enfin beaucoup. Et mon voisin, Georges Vitrac, faisait partie de ces gens-là. Je me souviens comme si c'était hier, je revois sa femme arriver avec son bébé dans les bras, elle venait de reconnaître son mari qui avait été fusillé. Ça, c'est gravé. Voilà, ça, ce sont des souvenirs, c'est pas réjouissant, mais c'est marquant. À n'importe quel âge de la vie, ça vous marque. Et voilà. On avait échappé. C'était un brave homme. Puis ils avaient été souvent dénoncés par des voisins. Il y a toujours des gens bien intentionnés. C'est ça qui fait mal
qui fait mal parce qu'ils ont été dénoncés en tant que communistes. C'est ça. Ces gens-là. Et fusillés pour rien. Pour rien parce que je me souviens, j'étais petite, mais c'était un brave homme, comme beaucoup qui ont été fusillés avec lui. Il y en avait beaucoup. Et donc on a donné le nom, après la guerre, on a donné le nom des rues à ces gens-là. Là où ils habitaient, on a donné le nom de la rue. Georges Vitrac. Voilà, Georges Vitrac. Ça, c'est marquant. Jusqu'où va la folie humaine? Pose-moi la question. À moi. Jusqu'où va la folie humaine? Eh bien, allons-y. Je viens de commencer à écrire pour me libérer, me vider de tout le poids que j'ai sur le dos. Je m'appelle Nicolas, j'ai 18 ans, un petit frère, 2 sœurs, une maman et mon père qui est décédé le 29 décembre 2009. Et depuis ça, je suis dépressif. J'écris des chansons pour m'aider. Comment dire tout ce que j'ai entendu? Tous ces gens dans l'ignorance, la naïveté, pulvérisée à jamais, avec la révélation au dernier moment. Certains ont échappé à leur fin, prédestinés par un seul homme. Ont-ils abandonné les leurs? Je pense à toutes ces jeunes personnes de mon âge qui ont été tuées. Alors qu'ils ignoraient tout de la vie, de l'amour, de l'amitié. Ils n'ont pas pu réaliser leurs rêves ni leurs projets, qui devaient avoir en pagaille dans leur tête. Tout cela s'est écroulé subitement. Tout cela parce qu'ils étaient juifs. Comment avons-nous pu laisser faire toutes ces choses? Espérons que cela n'arrive plus jamais. Des fois, je me demande pourquoi nous sommes sur cette terre. De mon temps, il n'y avait pas cet esprit de compétition. Et je trouve que ça a perdu beaucoup de choses. Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus loin. Bon, ça ne doit pas être ça. Ça doit être la communication entre les jeunes, même entre les jeunes et les vieux. Maintenant, on voit trop cette séparation. On enferme les vieux dans des résidences particulières et les jeunes vivent à part chez eux. Tandis que je vous dis, c'est après la guerre, c'est ce que j'ai connu moi, c'est que les jeunes et les vieux communiquaient. Il n'y avait pas de différence d'âge, je vous assure, et ça avait beau être des gens de l'âge de mes parents, on était bien avec eux. Qu'est-ce que vous avez retrouvé après la guerre? Oui. Mon mari est revenu. Il est revenu rapidement après que les cloches aient sonné? Oh, je ne me rappelle plus exactement, là, mais pas longtemps, peut-être 15 jours. Enfin, c'est pas long par rapport. Ben oui. Mais enfin, c'est long. 15 jours et il revenait par le train. Il est descendu en montant, il a fait la route de Montand à la maison à pied. Comme moi. Et vous l'avez reconnu? Et alors, à ce moment-là, moi j'étais hospitalisée pour l'opération de l'appendice et mes filles étaient chez mes parents. Et puis quand il est arrivé dans le village, c'est un voisin qui l'a vu, il a dit mais ça, c'est un prisonnier parce qu'il avait un gros sac à dos. Hein, et qu'il avait rempli de tabac, un paquet de tabac qu'il avait acheté là-bas pour mon père qui était un fumeur, mais mon mari ne fumait pas, donc il avait amené ça pour son beau-père, et ce voisin lui dit « Ne t'arrête pas chez toi, il n'y a personne », et les petites sont au Ferré, le village s'appelait comme ça, chez le grand-père et la grand-mère, et le lendemain il est venu à Libourne, j'étais à Libourne, il est venu à Libourne pour me voir, bien sûr. J'étais saisie, parce que aucun avertissement, rien du tout, mais j'étais saisie, je pouvais pas, il me semblait pas que c'était la vérité. Non, et pourtant ça avait été long tout ce temps. Au début, il a été fait prisonnier comme beaucoup, bien sûr en France, mais il est resté pendant 8 mois dans un camp en France. Et là, il y avait un monsieur qui habitait à côté,
qui a été très gentil. En dessous des barbelés, les prisonniers faisaient passer le courrier. Et ce qui fait que quand ma fille, la deuxième, est née, non, c'est pas quand, si, j'ai eu les premières nouvelles de mon mari alors qu'il y avait 9 mois que j'en avais pas. J'ai eu une première lettre et les voisins me disaient, mais t'es sûr que c'est lui? Mais je dis, je reconnais son écriture, je suis bien sûr que c'est lui. Et alors moi je répondais chez ce monsieur avec mon envoyé et il faisait passer aussi. Je lui ai même envoyé un pain entier, cousu dans du tissu de drap, parce que vous savez que les vieux d'autrefois c'était des pleins armoires de drap. Bon, cousu comme ça, envoyé chez ce monsieur, il lui a passé. Mais à force, ce monsieur a été dénoncé et il a été déporté. Voilà. Et monsieur Nomas, alors justement, vous, au moment de la libération, enfin, oui. comment vous l'avez vécu, Moi, comment je l'ai vécu? Eh bien, je vais vous dire, je suis arrivé comme aujourd'hui, 2 jours après, j'ai été chercher des gendarmes, et puis j'ai été tué un veau, et puis j'ai mangé de foie de veau tout entier. Voilà. Et puis, tellement que j'en ai été malade, parce que j'avais trop mangé. Ça vous fait rire, mais moi je riais pareil. Eh oui. Ouais. Et après, qu'est-ce que vous voulez? Il y a l'ambiance. On fait tout ce qu'il ne faut pas faire, comme a dit la dame, pour vivre. C'était honnête, c'était propre, mais il fallait le faire. Il n'y avait pas de gagnant. Hein. Et oui. On parlait de la dame, hein, qu'elle allait dans les balles. Eh bien, moi aussi, j'y allais une fois. Une fois? Non, mais moi, j'y allais 2 ou 3 fois par mois. Parce que j'avais un accordéon, et j'ai joué de l'accordéon, et bien, on allait dans les, comme vous dites, dans la campagne, et puis on tapait de l'accordéon. Voilà. Vous faisiez des bœufs. On s'amusait. Oui, mais c'est pour ça qu'il y avait quand même des choses terribles, abominables, mais les petites joies qu'on avait, on en profitait au maximum parce qu'elles étaient extrêmement rares. Voilà. Ces plus jeunes et cette classe, est-ce qu'il y aurait une chose particulière que vous auriez envie de leur transmettre, ou de leur demander, ou de leur dire? Bien écoutez, bon, c'est sûr que le travail scolaire, c'est très important. Et puis, il faut absolument bien travailler pour s'en sortir dans la vie, surtout maintenant. À mon époque, moins, enfin, quoique si, toujours ça a été primordial quand même. Et la vie en collectivité, la vie associative aussi. J'ai toujours fait partie des associations, j'ai toujours vécu en collectivité. Ça permet quand même de s'ouvrir aux autres et donc de mieux vivre et de mieux comprendre les autres, de mieux les accepter, de mieux connaître leurs différences par rapport à nous, quels qu'ils soient. Alors, je ne vais pas reprendre des propos que l'on entend à la télévision et qui sont, bon, je garde mon opinion, mais bon, mais je leur dirais que la vie associative, c'est important. Et pour la collectivité, pour le contact avec les autres, pour s'ouvrir aux autres, voilà. Et pour qu'on s'accepte mieux. Voilà. C'est important, voilà ce que je leur dirais. Moi, je voudrais les remercier déjà qu'ils soient venus pour nous, simplement, nous raconter ce qu'ils ont vécu. Et moi, je trouve que vous avez été courageux, sincèrement, d'avoir vécu tout ça, parce que je pense que certaines personnes ne pourraient pas aussi venir ici et raconter tout ça. Merci. Est-ce que vous vous souvenez peut-être d'une chanson ou de quelque chose qui vous a marqué cette période-là? Ah bah oui, on n'a pas d'accordéon, mais allez-y. Oh. Non. Un petit air d'accordéon. J'ai vu chanter, mais c'est fini ça. La voix elle est complètement cassée. Ah, Ginette, je vous sens. Oh non, moi. Non? On n'a pas su chanter. Enfin, je ne savais pas chanter quand j'étais jeune. Je ne sais pas maintenant.
Alors Ginette, il nous reste Ginette. Ouais. Oh, non, mais moi, Si, Ginette. Je chante pas, voulez-vous que je chante la Marseillaise. Ce que vous voulez. Non. Mais ça permet de mettre un petit fond aussi sur le... Non, non, mais ça, tu ne dois pas me chanter. Bon, Nicolas, alors. Ouais, j'avais un trait. Ça fait rien, vas-y, allez. Comme ça. Allez, moi je sais pas, vas-y. C'est pour vous. Waouh, bravo. Ok, ouais. Rico. Mon babouchka. Je suis venu chanter mon devoir, toute ma peine, tout mon désespoir. Sans cette putain de guerre, je ne serais pas ici. Moi là-bas, je viens d'un pays qu'on appelle tous la Russie. Ce pays est magnifique, c'est pour ça que j'écris ceci. Pour vous raconter ce qu'elle a vécu, tous les dangers, tout ce qu'elle a encouru. Elle a été déportée par les Allemands. Ils l'ont fait travailler dans ces putains de camps. Ils l'ont envoyée dans une ferme. Et pour manger et boire, il fallait bien qu'elle se la ferme. Plusieurs fois, elle a essayé de s'échapper, mais elle ne voulait pas mourir, elle ne voulait pas se faire tuer. Et grâce à ça, elle a connu mon grand-père, toute sa descendance, et c'est pour ça que j'en suis fier. Je suis peut-être que son petit-fils, mais je sais que ces putains d'Allemands, en tout cas, lui ont serré la vis. Ouais, tout ça c'est pour ma babouchka, toutes ces personnes qui sont toujours là pour moi. C'est pour ça que maintenant je suis ici, avec tout ce monde et tout ça, c'est pour oublier mes soucis. C'est pour ça que je fais ce putain de texte, pour écrire tous mes problèmes, tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que si je me trompe, je ferai un coup de Tipex. Maintenant tout se passe bien, tout se passe, c'est nickel, c'est pour ça que je suis bien. Dans ces pays il se passe plein de problèmes, et c'est pour ça qu'il y a les guerres et tout ce qui se passe. C'est pour ça que maintenant, moi je voudrais parler de ce qui se passe au Japon, tous ces problèmes avec le truc nucléaire, tu sais pas. Tout ça c'est pas bon, c'est pour ça certains ont envie de se jeter de leur balcon. Mais il ne faut pas faire ça, c'est pour ça que moi maintenant je n'ai plus la flemme d'aller de l'avant. Et toujours en avançant, toujours penser les idées larges, garder les bras ouverts et ne jamais penser à demain. Parce que si tu penses à demain, t'auras plein de problèmes. Et moi dans ma tête je ne suis plus un gamin.